Nous sommes le jeudi 24 décembre et nous n'avons pas atteint nos objectifs financiers en bientôt 7 ans. 7 ans déjà. TV Liberté a construit l'inimaginable, une télévision libre et indépendante offrant une information exemplaire et vérifiée, donnant la parole à tous ceux qui défendent l'esprit français et notre civilisation, des milliers de sujets traités, des milliers d'invités. Les médias alternatifs sont l'avenir d'une presse française qui ne vit que des subventions d'État et qui s'est enlisée, embourbée dans la propagande, les mensonges, les fake news. En cette période éprouvante pour beaucoup d'entre vous, je veux vous souhaiter, au nom de toutes les équipes de TV Liberté, un heureux Noël, joyeux Noël aux plus isolés d'entre nous. Joyeux Noël aux familles qui se retrouvent, malgré tant d'interdits, autour du sapin ou devant la crèche. Bon Noël dans la joie et l'espérance. Bonjour à tous, aujourd'hui un zoom consacré à la notion d'ingénierie sociale. Pour en parler, nous recevons un spécialiste, Lucien Cerise. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour cette nouvelle invitation. Lucien Cerise, vous avez une formation en sciences humaines et sociales avec une spécialisation dans le langage et l'épistémologie. Vous êtes l'auteur de Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN, publié en 2017, et de Neuropirates, réflexion sur l'ingénierie sociale en 2016. Justement, on en avait déjà parlé la dernière fois, Lucien Cerise, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette notion d'ingénierie sociale et qu'ils ignorent, est-ce que vous pouvez commencer par nous en donner une définition ? Oui, donc alors je rajoute un troisième livre aussi que j'ai écrit sur l'ingénierie sociale spécifiquement, qui s'intitule Gouverner par le chaos, avec 2 éditions en 2010 et 2014. D'accord. La 2e édition revue et augmentée. Donc la définition que je donne aujourd'hui de l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive d'un sujet social, individuel, enfin individu ou groupe. Donc en fait il y a plusieurs définitions qui circulent sur Internet, sur Wikipédia bon, mais là la définition que je propose, c'est une synthèse. En fait, ça permet effectivement de rassembler les deux grandes définitions qui sont en fait une approche utopiste en quelque sorte de reconstruction de la société. Ça, c'est la définition qui, finalement, date carrément du 19e siècle, avec notamment Frédéric Leplay, Leplay, je ne sais pas trop comment on prononce, et puis, bon, toute la tradition des utopistes. Ça a été appliqué aussi sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, en fait, pour façonner l'espace social de manière séparée entre les Blancs et les Noirs. Aujourd'hui, donc là, en fait, on voit bien, c'est une approche en fait constructiviste, une approche volontariste de la structuration du lien social et de la forme de la société. Donc, en fait, l'intuition fondatrice, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler le courant utopiste, en fait, dont le premier texte, dont le texte fondateur est La République de Platon. C'est-à-dire on conçoit en fait la société comme une machine que l'on va donc analyser, donc éventuellement découper en plusieurs parties pour ensuite en fait recombiner ces parties. Alors ça c'est la définition la plus courante, c'est celle que Karl Popper a traitée dans son livre sur intitulé La société ouverte et ses ennemis. Ensuite il y a une deuxième définition qui apparaît quelques décennies plus tard, dans les années 90, et qui vient du piratage informatique. Mais du piratage informatique qui un peu spécial, c'est-à-dire qui s'intéresse au facteur humain. C'est-à-dire que on va pirater en fait l'utilisateur de l'ordinateur et non pas la machine directement.
Donc le fondateur de, comment dire ça, le pirate informatique le plus connu qui a lancé en fait cette nouvelle définition de l'ingénierie sociale, social engineering, s'appelle Kevin Mitnick, et dans les années 80, il était connu aussi pour des canulars téléphoniques, et en fait il a fondé cette nouvelle approche de l'ingénierie sociale sur l'usurpation d'identité et l'abus de confiance pour soutirer des informations à l'utilisateur de la machine. Considéré comme effectivement le maillon faible. Et lui soutirer d'ailleurs, voire avec son accord. C'est ça, voilà. C'est-à-dire en fait fabriquer le consentement de la cible à son propre piratage. Donc en jouant sur l'usurpation d'identité et l'abus de confiance, dès lors que j'ai votre confiance, eh bien en fait je vais, à la limite on n'est même plus dans le piratage là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait c'est du piratage, mais est-ce que c'en a encore vraiment, puisque en fait on obtient l'accord de la cible à son propre piratage. Mais bon, effectivement, comme ça repose aussi sur une usurpation d'identité, avec notamment donc la technique du phishing ou du hameçonnage, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait passer, par exemple, pour votre banquier. On réalise en fait une interface qui imite, qui reproduit le site de la banque de quelqu'un, et on lui demande d'entrer en fait son mot de passe, son code, son identifiant, et ça, ce qui permet en fait de lui soutirer en fait ces informations-là. Et ensuite, on va soi-même, après avoir soutiré ces informations, on va sur le site, sur la page de l'utilisateur que nous venons pirater. Alors le cas qui nous intéresse, c'est donc pas le piratage d'une machine, mais là c'est le piratage de l'esprit humain, modifiant les relations, donc vous le disiez, de confiance, mais également de méfiance et d'indifférence. Un piratage qui se fait en 3 étapes, ça marche comment ? Alors, donc le lien social est structuré par 3 types de relations. On peut modéliser le lien social, c'est-à-dire l'analyser, le décomposer, le décrire de manière schématique. On peut schématiser le lien social, voilà, selon en fait 3 types de relations qui sont donc la confiance, la méfiance et l'indifférence. Et en fait, l'ingénierie sociale, à ce stade, ça consiste à prendre le contrôle de ces 3 types de relations pour les faire varier à volonté entre soi et autrui, ou entre autrui, c'est-à-dire entre 2 autres cibles, ce que j'appelle un conflit triangulé, quand on fait monter la méfiance entre 2 cibles, qui vont donc dès lors en fait être animés d'un mouvement centrifuge, un mouvement en fait d'entropie sociale. Donc on peut produire comme ça des effets d'entropie sociale, des effets de désagrégation du lien social, en décrivant, en décrivant en fait les cibles comme des bourreaux mutuels, par exemple. Et donc là, on utilise les ressources d'une figure d'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman, et qui est aussi donc une modélisation, une schématisation du lien social selon 3 places archétypales à occuper. Et ces places archétypales sont donc le bourreau, la victime et le sauveur. Et donc, en fait, en prenant en appliquant en fait tous ces trucs en fait, tous ces subterfuges, tous ces stratagèmes, on peut commencer effectivement à recomposer le lien social. Donc en faisant monter la méfiance ou en faisant monter la confiance, puisque si j'occupe dans la sensibilité d'autrui, si moi j'occupe la place du sauveur ou de la victime, eh bien je fais monter la confiance à mon égard. Donc si j'usurpe l'identité du sauveur ou de la victime, alors qu'en fait je suis le bourreau, puisque je suis mal intentionné vis-à-vis de ma cible, eh bien j'arrive à faire monter la confiance, alors qu'en fait, normalement, elle devrait se méfier de moi. Vous voyez ? Donc en fait, tout ce que je décris là, ce sont des choses qui sont parfaitement intuitives. En fait, c'est consubstantiel à la condition humaine. En fait, tout ce que je dis là, c'est totalement banal. Simplement, l'ingénierie sociale, c'est juste en fait une description, une schématisation, une modélisation de choses extrêmement finalement banales. Alors, Lucien Cerise, vous plaquez justement cette théorie sur l'actualité, la crise du Covid, et vous dites qu'on a carrément franchi un seuil dans le contrôle comportemental. Alors expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que là, on voit bien que le gouvernement essaye d'occuper la place du sauveur, pour faire monter la confiance à son égard, et pour nous orienter sur ce que en fait, certains appellent le grand reset, la grande réinitialisation, qui n'est pas du tout dans notre intérêt.
mais qui est vers lequel. Enfin, ce programme, en fait, alors là, on est vraiment dans l'ingénierie sociale dans les deux aspects du terme, c'est-à-dire le piratage de la conscience, c'est-à-dire pour fabriquer le consentement à une solution négative pour nous, dans une perspective de restructuration complète de la société. Alors là, on est vraiment sur les deux grands, les deux grands aspects de l'ingénierie sociale, les deux jambes en quelque sorte. Puisque la grande réinitialisation annoncée par Klaus Schwab, donc le fondateur du Forum de Davos, donc c'est ce fameux grand reset, cette notion que vous venez d'évoquer. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que ça recouvre, cette notion? Alors donc il explique là dans son livre et puis aussi dans des articles en fait, tout est en source ouverte, il y a aucun mystère, il y a pas de complot. Sur le site du Forum de Davos. Ouais. Voilà, il y a pas de complot, il y a pas de conspiration. En tout cas aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, s'il y en a eu de la part de quelqu'un comme Klaus Schwab, dont il faut noter aussi qu'il a été membre du comité directeur du groupe de Bilderberg. C'est intéressant aussi. Un cercle de mondialistes. Voilà. Donc son projet, en fait, il écrit aussi dans un autre livre qui s'intitule La 4e révolution industrielle, et aussi donc dans un article sur le site du Forum de Davos intitulé La 4e révolution industrielle. Il dit voilà, donc nous allons fusionner le biologique et le numérique, voilà, tout simplement. Voilà, donc nous allons vers le transhumanisme, mais on y va à marche forcée. Puisqu'en fait, l'évolution naturelle de l'espèce ne nous conduit pas vers cette fusion. Certes, oui, nous avons besoin d'outils, de prothèses pour vivre, mais là, en l'occurrence, on franchit un seuil qualitatif. On passe en fait de l'outil et de la prothèse, en fait, finalement, au remplacement de l'être vivant. Par son propre outil. C'est-à-dire que l'histoire universelle, de ce point de vue-là, c'est l'histoire. Enfin, c'est ce que Stanley Kubrick a mis en scène dans 2001. C'est-à-dire l'histoire universelle, des hommes préhistoriques jusqu'à l'intelligence artificielle, c'est en fait l'histoire de l'être vivant et de son outil. Et comment l'outil prend la place, voire conteste la place de son inventeur. Donc c'est le mythe classique, le thème classique de l'apprenti sorcier en fait, ou Frankenstein, etc. Enfin toute cette et donc Lucien Cerise, dans cette si on plaque donc la théorie que vous évoquiez, à savoir le triangle de Karpman, on peut penser que les victimes c'est les citoyens, le peuple français, le sauveur, ce que le gouvernement avance comme étant le grand reset, la solution à tous nos problèmes. Qui est le bourreau alors dans cette histoire? Alors justement, dans une opération d'ingénierie sociale, en fait, le vrai bourreau essaye d'occuper la place du sauveur, dans la sensibilité. Mais donc il faut toujours distinguer le réel et la représentation. C'est-à-dire la carte et le territoire. C'est-à-dire que dans le territoire réel, dans le réel, le gouvernement et les mondialistes au-dessus du gouvernement français et des autres gouvernements occupent la place du bourreau. Mais en fait, au prétexte donc d'une épidémie en fait de grippe en réalité, faudrait en fait arrêter de parler de la Covid-19, faut dire la grippe 19. Donc au prétexte d'une épidémie de grippe, donc qui elle est désignée comme le bourreau. Ou la bourrelle. Ce qui est bien pratique puisque en plus elle peut pas répondre, peut pas. Et puis donc au prétexte d'une mise en scène en fait d'un bourreau invisible là qui serait partout autour de nous, donc le gouvernement, le pouvoir mondialiste en fait pour être plus précis, en fait, se présente comme le sauveur qui va nous sauver justement de cette épidémie de grippe. Mais au moyen d'une solution qui n'est pas de prendre du Doliprane et quelques jours d'arrêt de travail, puisque en fait c'est comme ça en réalité que cette grippe 19 se soigne. Fondamentalement, elle se soigne avec du Doliprane et 2 semaines, une semaine ou plus de jours de repos. Et puis si ça s'aggrave, il y a effectivement le protocole de Didier Raoult et ça marchera bien. Il y a d'autres protocoles aussi. Madagascar en avait trouvé un. Enfin bref, il y a des remèdes en fait, il y a des traitements en fait qui sont très peu coûteux. Mais donc là, en fait, on nous entraîne vers la solution de la vaccination. Alors en juillet, donc là le gouvernement pour le coup, le gouvernement, oui, là c'était un document du gouvernement français, a publié sa stratégie de vaccination et a bien compris que
il fallait surtout pas parler de vaccination obligatoire. Hein. Ils le disent, hein, parce que en fait, ça va en quelque sorte éveiller la méfiance justement. Et donc, il précise bien, il faut gagner la confiance du public. Oui, le président, lors de sa dernière allocution, avait précisé que le vaccin ne serait pas obligatoire. Voilà. Vous pensez au contraire qu'il va bientôt l'être? C'est-à-dire qu'en fait, le terme utilisé là, dans cette stratégie de vaccination, là, dans ce document là, publié, je crois, le 9 juillet, c'est en fait, on va parler de vaccination organisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une campagne de vaccination. En fait, non, mais fondamentalement, ça va devenir obligatoire, en réalité. Mais le but, c'est d'avancer masqué, hein, et de ne pas tout déballer tout de suite, parce que sinon, effectivement, il y aurait, en fait, justement, un mécanisme, en fait, de défense, ouais. C'est-à-dire, en fait, le système immunitaire, là, pour le coup, cognitif, hein, intellectuel, serait érigé, et donc, en fait, là, le piratage serait un échec. Donc là, il faut y aller petit à petit. C'est ça, voilà. Et donc c'est pour ça que là, ils ont défini 4 étapes hein, de la vaccination pour procéder en fait à une espèce d'encerclement des réfractaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la stratégie élémentaire. On commence par des victoires faciles. Donc on va vacciner les mourants dans les EHPAD. Et puis parce qu'ils ils vont pas oser dire non. Enfin, ils diront pas non, quoi. Donc voilà. Ensuite, une fois que ce sera fait, on s'attaquera en fait aux retraités, etc., etc. Et puis bon, de fil en aiguille, progressivement, en fait, les gens en bonne santé, enfin après les gosses, oui, voilà, en les fait, plus faibles d'abord, et ensuite, voilà. Enfin, ceux qui en fait ne pourront pas dire non, en fait, seront vaccinés en priorité. Alors, Lucien Cerise, je vous avais reçu en juillet dernier, justement pour évoquer un petit peu cette notion d'ingénierie sociale. Vous m'aviez affirmé qu'un deuxième confinement interviendrait dans les semaines, dans les mois à venir. Vous me le disiez les yeux dans les yeux. Comment vous aviez pu anticiper, prévoir ce deuxième confinement dans lequel on n'est toujours pas sorti? Voilà, en fait, je ne l'ai pas anticipé. Hein. Je me suis contenté de lire, de prendre connaissance de ce que les pilotes de cette opération ont annoncé. Notamment l'épidémiologiste britannique Neil Ferguson, qui a dit ça va durer jusqu'en 2022. Et en France, il a été relayé, enfin son affirmation a été répétée par Alain Bauer, bien placé aussi. Conseiller de l'ancien président Sarkozy. Voilà, oui. Et puis, sécurité. Et dont je regarde l'actualité, parce que je pense que il est au croisement un petit peu de tous les réseaux mondialistes en fait. C'est vraiment ancien grand maître. Oui, du Grand Orient, je crois, et donc il est et lui aussi en fait a dit voilà, donc il y aura, ça va durer jusqu'en 2022. En fait, bon, c'était déjà fini au mois de mai. Enfin, quand je suis venu en juillet, c'était terminé. Bon, dans le réel. Mais là, bon, mais quand des gens de pouvoir comme Ferguson ou comme Bauer vous disent ça va durer jusqu'en 2022, c'est parce qu'ils veulent que ça dure jusqu'en 2022. Et donc ils font traîner ça de manière totalement virtuelle dans les médias et puis en truquant les chiffres. Pour vous, les chiffres des morts au quotidien, ce sont des morts qui ne sont pas entraînés par cette maladie. Alors là, c'est Santé publique France qui le dit, c'est que 90% des gens qui entrent en réanimation sont affectés de comorbidité. 90% des gens qui arrivent en réanimation. C'est sur le site de Santé publique France. On peut inférer que le nombre de morts est proportionnel. Donc on peut dire effectivement que 90% des gens qui sont étiquetés, qui sont censés mourir du coronavirus, de la Covid, de la grippe 19, en fait, sont morts en fait d'un cocktail, en réalité, de pathologie. Là, on nous présente que la mort du président Giscard d'Estaing, l'ancien président, est la cause que le Covid est la cause de sa mort, à 94 ans. Oui, c'est possible, oui. De toute façon, en fait, en réalité, la moyenne d'âge des gens qui meurent de la Covid, la grippe 19 est supérieure à l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie est de 82 ans en France, et la moyenne d'âge des gens qui décèdent de la grippe 19 est de 84 ans. Donc en fait, ça conserve en réalité la grippe 19. Bon, je présente mes excuses aux gens que je blesse avec ça, parce que
Il y a des gens qui vont nous regarder, qui auront eu dans leurs proches peut-être effectivement des gens qui sont décès, vraiment morts de cette maladie. Mais bon, il y a un tel excès, en fait, un tel bourrage de crâne que bon, c'est bon, à un moment, il faut quand même aussi... Puis un excès de sensiblerie vis-à-vis de ce sujet. Voilà. Faut faire un peu d'humour noir, ça détend l'atmosphère. Pourquoi vous dites, Lucien Cerise, que certains éléments de cette épidémie sont impossibles physiquement ou physiologiquement ? Eh bien, alors, physiquement, ce qui est impossible physiquement et physiologiquement, en fait, c'est une deuxième vague d'ampleur. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, et ça, c'est encore un médecin, en fait, puis c'est de la culture générale, c'est que, en fait, les virus, alors, premièrement, le virus n'est pas la maladie, puisqu'on peut être testé pour de vrai, positif au coronavirus sans être malade. Donc il faut déjà distinguer le virus et la maladie. C'est pas la même chose. Oui, le virus et les symptômes. Voilà, c'est ça. Oui. Et puisque la maladie, les symptômes, en fait, c'est une réaction inflammatoire du corps. Mais elle n'est pas déclenchée automatiquement par le virus. Donc le virus en lui-même est inoffensif, fondamentalement. C'est juste un corps étranger qui se retrouve dans mon métabolisme et qui peut éventuellement déclencher des réactions si mon métabolisme est en déficit immunitaire. Mais là je m'égare. Je reviens là sur ce qui est impossible, c'est en fait une deuxième vague pire que la première. Ça, c'est impossible. Et c'est ce que disent les médecins, ce que disent les spécialistes. C'est-à-dire que, normalement, dans toute l'histoire, en fait, des sciences médicales, c'est-à-dire qu'en fait, un virus, une grippe, par exemple, passe par 3 étapes, en fait. Pandémie, épidémie, endémie. Voilà. Après la période de surmortalité, la période, le moment où le virus est très très létal, en fait, il s'accoutume, on cohabite avec lui. Et là, on passe à une phase d'endémie. Où en fait, tout simplement, et là c'est ce que dit Didier Raoult ou d'autres, en fait, c'est que en fait, le virus perd en mortalité, en létalité, en dangerosité. Parce que notre immunité prend le dessus. Voilà, parce que l'immunité collective, naturelle, et non pas provoquée même pas par des médicaments, en fait, effectivement, nous protège. Et donc, en fait, il peut y avoir des deuxièmes vagues parce que tout le monde n'a pas été touché, déjà. Par exemple, là, mais ça ne peut pas être pire que la première. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, quand on nous parle, quand les médias, les mondialistes nous parlent d'une deuxième vague ou d'une troisième vague qui serait encore pire que la première, c'est simplement impossible, biologiquement. Troisième vague et troisième confinement, le président de la République, dans l'une de ses allocutions, nous a averti que ça serait possible. Donc elle aura lieu. Donc je pense là, en janvier, février... Alors pour l'anecdote, des gens disent qu'en fait Disneyland là à Marne-la-Vallée nous a annoncé les dates, puisque en fait ils ont annoncé qu'ils seraient ouverts pendant 2 semaines autour des fêtes de Noël et qu'ils qu'ils referment leurs portes. Je crois au 15 janvier ou quelque chose comme ça, ou le 21 janvier. C'est un scoop alors. On a la date du 2e confinement. Je ne sais pas si on peut en rire, mais vaut mieux en rire. Mais ça date déjà d'il y a quelques semaines en fait. C'était sur le site de Disneyland Marne-la-Vallée. D'accord. Où il disait voilà, on sera ouvert pour les fêtes de telle date pendant 2 semaines à peu près, et puis ensuite on referme. Voilà, donc après c'est des suppositions évidemment. Je veux dire, ils vont peut-être fermer tout simplement parce que ils ont des travaux à faire. Voilà, je sais pas, ou un plan social, et puis ce qui est le cas d'ailleurs, je crois qu'ils ont licencié de 3000 personnes. Donc de toute façon, ils fonctionnent en mode dégradé. Voilà, donc. C'est quoi ce que vous évoquez, la volonté cachée derrière les décisions gouvernementales? Il n'y a pas grand-chose de caché. Je veux dire, tout est déballé. Si ce n'est, oui, alors non, ce qui est caché, ce qui relève de la malignité du stratagème, c'est effectivement les chiffres truqués systématiquement. Donc, et qui sont pris pour argent comptant, qui sont présentés comme et ces chiffres concernent les cas et les décès, et ils sont systématiquement faux. Et en fait, on peut les corriger simplement en allant sur Santé publique France, en fait, qui distingue. C'est-à-dire qu'en fait, les stratagèmes correspondent, s'élaborent à un niveau extrêmement superficiel du pouvoir. En fait, c'est vraiment uniquement les gens qui passent devant les caméras. Mais dès qu'on regarde un petit peu les chiffres des autorités de santé, des pouvoirs publics, en fait, on a les vrais chiffres.
Vous allez aussi jusqu'à évoquer le fait que si le gouvernement nous entraîne sur ce chemin, c'est pour nous imposer le transhumanisme. Oui, bah c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, là, c'est-à-dire la grande réinitialisation, le grand recommencement, le Great Reset. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous appliquer finalement, une gestion, enfin un traitement, parce que bon, le terme de reset vient de l'informatique. Quand on réinitialise l'ordinateur, en fait, on le remet à zéro. Il y avait ça marqué sur les consoles de jeux vidéo, reset. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, les mondialistes qui sont transhumanistes vont nous appliquer le même traitement qu'à une machine. Et alors, en quoi ça va consister concrètement pour les populations, ce reset ? Alors, au prétexte d'une épidémie de grippe, le but des mondialistes, c'est de vacciner un maximum de monde, si possible. Alors, ce que disait Bill Gates, c'était presque tout le monde. Presque tout le monde. Est-ce qu'il se compte dedans voilà. Mais non, je ne sais pas si on peut compter ça au nombre des lapsus révélateurs, mais dans une vidéo, enfin dans un entretien face caméra, il a dit il va falloir vacciner presque tout le monde. Et donc alors il y a déjà premièrement ça en fait, cette vaccination qui va permettre de commencer effectivement à fusionner le numérique et le biologique, comme l'annonce Klaus Schwab. Puisqu'en fait, premièrement, donc il y aura effectivement en fait le caractère imprévisible de ce vaccin. En fait, alors, on parle de vaccin OGM notamment. Alors le Conseil de l'Europe a assoupli les règles sur la question justement des OGM, sur la question de la diffusion dans la nature des OGM. La modification de l'ADN. Voilà. Donc alors il y a une controverse en fait entre spécialistes, entre ceux qui disent que non, les deux vaccins là, qui sont en lice, là, c'est-à-dire celui de Pfizer et celui de Moderna, sont des vaccins ARN messagers. Et donc ils ne vont pas modifier votre génome. Et puis il y a d'autres spécialistes qui disent si, ça peut, éventuellement, parce qu'il y a des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire qu'en fait, la transmission de l'information ne veut pas que de l'ADN vers l'extérieur, vers l'ARN, mais ça peut faire une boucle de rétroaction, de feedback. Le but, donc je parle de feedback, donc ça m'amène à l'idée suivante. En fait, ce qui se passe en ce moment, en fait, c'est une application du paradigme cybernétique, fondamentalement. C'est en fait ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi. En fait, c'est une accélération de l'histoire. L'histoire étant justement la dialectique entre le sujet et l'objet. Alors ça, je tiens ça aussi de quelqu'un comme Jean Baudrillard, par exemple, qui disait en fait, en réalité, les objets commencent à nous remplacer. Il disait ça dès les années 60. Comment en fait, par exemple Schwab là parle aussi de l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus englobante. La fondation Rockefeller s'est beaucoup investie sur la question des smart cities, des villes intelligentes, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner sans humains. Ou avec quelques techniciens, voilà. Mais en fait, fondamentalement, le paradigme cybernétique consiste à ne plus distinguer justement le vivant du non-vivant. C'est-à-dire nous sommes tous des systèmes d'information. La seule chose qui me distingue de mon réfrigérateur, c'est la température intérieure, en quelque sorte. D'accord. Vous voyez, je veux dire, après les différences sont purement quantitatives. Mais il n'y a plus de différence qualitative entre le vivant et le non-vivant, entre le sujet et l'objet. Qu'est-ce qu'il adviendra de tous ces hommes remplacés par des machines ? Tous ces hommes qui ne travailleront donc plus ? Alors, la solution aussi qui est en train d'être examinée au Parlement, en France, c'est le revenu universel. C'est-à-dire, en fait, ce qui se met en place là, c'est tout simplement une forme d'existence, plus ou moins dégénérée, c'est-à-dire où en fait on ne sort plus de chez soi déjà, ou alors avec une autorisation, et puis en fait, on attend de mourir sans travailler. Et en fait, pour subvenir à nos besoins les plus élémentaires, on reçoit en fait un revenu universel de 500 € pour manger des biscottes, quoi. Voilà. C'est ça qui se met en place là concrètement en France et ailleurs. Ça ne se met pas en place. D'ailleurs, on voit la différence de traitement, de traitement en quelque sorte de sa population entre certains pays, notamment, la Biélorussie, par exemple, n'a pas fait de confinement et il se passe rien de spécial. Il n'y a pas d'apocalypse sanitaire. La Chine a lancé son confinement, très dur là en janvier. On se souvient des images, etc. Mais depuis le mois d'août,
C'est terminé. En Chine, ouais, tout le monde recommence à vivre normalement. Depuis le mois d'août. Et en fait, le gouvernement a mis au point une opération en quelque sorte psychologique. C'était qu'à Wuhan, au mois d'août, il y a eu une grande fête, sans distanciation sociale, où les gens plongeaient dans la piscine. Enfin bon, bref, c'était une façon en fait d'envoyer un message au monde pour dire voilà, chez nous c'est terminé. Et en fait, dans la ville même où ça a commencé, eh bien nous avons tourné la page. On voit bien en fait que effectivement le traitement de cette épidémie de grippe n'est pas du tout le même sur la planète. Donc là, nous effectivement en fait le but là c'est vraiment de nous atrophier en fait, c'est de transformer notre existence en fait en une espèce de sous-existence plus ou moins dégénérée. Mais en fait, même ça, ce n'est qu'une transition. En réalité, c'est une transition vers, en fait, finalement, une espèce de vaste génocide du vivant, pour en fait nous remplacer, finalement remplacer le vivant par en fait quelque chose qui est beaucoup moins remuant et beaucoup plus prévisible, c'est-à-dire par du numérique. C'est vraiment ça le but à la fin. Et en fait, quand vous tout cela n'étant pas organisé par une tête, mais par un ensemble, un organisme. Il y a une psychologue, Ariane Bilran, qui applique aussi la grille de lecture de la sociopathie en fait, à ce qui se passe en ce moment. Et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le pouvoir suprême, les gens qui sont tout en haut de la pyramide, les Klaus Schwab et les Bill Gates et autres, en fait, ont peur de nous. En fait, ils ont peur du peuple. Nous les terrorisons. Parce qu'en fait, nous sommes imprévisibles. En gros, enfin plus ou moins, évidemment. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. Ils ont peur, oui, du renversement possible, en fait, de leur privilège. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent, en fait, de remplacer le vivant par du non-vivant, parce que c'est plus prévisible, tout simplement. Il y a en quelque sorte, c'est de la psychologie, c'est la psychologie du pouvoir, c'est la psychologie élémentaire. En fait, il faut voir du côté aussi d'un psychiatre polonais du nom de Lobachevski, qui en fait a vraiment étudié ça et qui a fait des études justement sur la psychologie du pouvoir, la psychologie de sociopathe. Et qui sont effectivement dans la paranoïa permanente et surtout aussi dans la transgression, c'est-à-dire dans la perversion. Ça va ensemble. Après, il y a des nuances au sein du profil psychologique des gens de pouvoir. Il y a ceux qui sont effectivement dans la transgression, les Epstein et compagnie, là, qui sont et puis ceux qui sont dans la paranoïa pure, en général, qui n'ont pas trop de vie sexuelle, pas débridés, et qui, eux, sont dans la conception de vastes plans de contrôle social total. Et donc, là, on se retrouve un peu... En fait, après, ces deux profils psychologiques là, du sommet du pouvoir... Ils peuvent être amis. On avait vu que Bill Gates entretenait des rapports avec M. Epstein. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais en fait, ils se reconnaissent, en fait. C'est comme les chiens dans la rue, quoi. Ils se reniflent, en fait, et puis ils se disent, en fait, on fait partie, finalement, du même bord, du même univers, et donc notre intérêt, c'est de nous liguer entre gens de pouvoir, pour effectivement pour en quelque sorte en fait nous encercler, encercler le peuple déjà psychologiquement et puis fabriquer et puis ensuite physiquement, parce que là c'est le cas. En 2020 il y a eu encerclement, c'était en quelque sorte emprisonnement physique. Avec tout le système de la consommation, etc. On était déjà encerclés psychologiquement, avec toutes les idéologies du genre, toutes ces bêtises. Ça dépasse complètement ce que les hommes ont pu voir dans les années 20-30 en Union soviétique. Oui, c'est clair, oui. En fait, moi, dans ma famille, et aussi, je connais des gens qui ont connu le communisme. Je veux dire, on va pas dire que c'était un régime libéral en comparaison, mais quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau d'encadrement technologique et carcéral, en fait, était pas du tout, n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, on est vraiment dans C'est une prison à ciel ouvert aujourd'hui. Oui, mais c'est la dictature la plus aboutie de toute l'histoire de l'humanité. La dictature parfaite. Parfaite, là, et d'autant plus que nous sommes désarmés. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, au moins, je dirais, l'Américain moyen peut élaborer, construire des milices, etc. Et l'idéologie de cette dictature parfaite, elle vient d'où ? Alors, c'est le pouvoir.
En fait, c'est la psychologie même du pouvoir, quelles que soient les origines. Je veux dire, confessionnelles, ethniques, peu importe. Je veux dire, le pouvoir conduit quasiment, presque. En fait, il faut vraiment être particulièrement sain d'esprit pour y échapper. Enfin, quand je dis sain d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir connu des épreuves ou je ne sais quoi. Enfin bon. Il faut être un roi catholique pour échapper. Oui. Enfin, ou alors venir. Saint Louis n'est pas devenu complètement saint. Enfin. Oui. En fait, il y a l'expression là de despote éclairé, c'est-à-dire qui assoit son pouvoir, sa domination, mais qui veille malgré tout à ce que la population soit satisfaite. Bon, là, on est plutôt en fait dans un vaste génocide en fait. La situation en France est d'une morbidité, j'ai jamais connu ça avant. Et puis bon, il n'y a pas qu'en France, mais. Lucien Cerise, on a déjà dépassé le temps imparti, mais on ne manquera pas de vous réinviter. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour ceux que l'ingénierie sociale intéresse. Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale, et 2 ouvrages sur l'ingénierie sociale dont je n'ai pas la référence sous les yeux, si vous pouviez bien me redonner les titres. Oui, donc Gouverner par le chaos, aux éditions Max Milo, notre 2e édition 2014, couverture blanche. Et puis donc Retour sur Maïdan. Bon, là c'est en fait l'ingénierie sociale en géopolitique, c'est-à-dire en prenant l'exemple, là j'ai pris l'exemple essentiellement des révolutions colorées, notamment les 2 révolutions colorées qui ont agité l'Ukraine à 10 ans d'intervalle. Voilà. Donc, on se revoit au prochain confinement, Lucien Cerise. Oui, avec plaisir. Merci d'être venu sur notre plateau. Au revoir. Merci.